Nous, on pense qu'on vit une révolution industrielle. L'innovation, on sait quand même que c'est source d'emploi, et donc c'est source d'emploi, c'est source d'indépendance, c'est source d'autonomie, c'est source de financement, un moyen de financer notre modèle social, etc. Et je pense que les gens en ont conscience. Il y a une prise de conscience qu'il faut financer ces innovations si on veut être capable de maintenir, une fois encore, nos emplois, notre souveraineté, le financement de notre modèle social, etc. Les chiffres sont au vert, pourvu que ça dure, mais les chiffres sont au vert, c'est-à-dire que en 2024, de mémoire, il y a eu à peu près 400 startups deep tech créées. On est là pour gagner de l'argent, donc on ne peut pas faire abstraction que ça. Donc il faut forcément des gens qui ont déjà gagné de l'argent, qui savent faire qui savent faire ce qu'ils me promettent, puisque quelque part, quand on vend un fonds, on vend une promesse. Et il faut que ça ait du sens. Et ça a beaucoup changé, et c'est génial. C'est qu'il faut un entrepreneur qui se dise plus simplement « je vais créer une boîte sympa en Allemagne, en France ». Maintenant, on a des entrepreneurs qui veulent conquérir le monde. L'Europe, finalement, n'est pas si unifiée que ça. C'est-à-dire, quand on est une boîte française, se développer en Allemagne, c'est pas si simple. Ah bah oui. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je ne pouvais pas te manquer sur ce podcast dédié à la deep tech. Tu es associé chez Omnes Capital. Oui. Mais pas que. Non. Tu as aussi fondé France Deep Tech. Oui, alors pas tout seul. Hein, voilà, en 2023. L'enjeu aujourd'hui, c'est un peu de comprendre à la fois ton positionnement dans la deep tech en tant que fonds, ton engagement même, je vais aller jusque-là, et puis aussi ce lancement de France Deep Tech qui a été quand même un pivot dans l'écosystème. En toute modestie, hein, je te le dis, c'est vrai que ça a quand même pas mal structuré les choses. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de comprendre ça, ce parcours, le pourquoi, ton engagement, qu'est-ce qu'il y a derrière un fonds Deep Tech comme celui d'Omnes, celui que vous avez lancé cette année, je crois, qui a été annoncé en 2025. Ouais. Donc je vais commencer comme avec tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et justement ce qui t'a emmené progressivement de l'investissement classique à l'investissement en tant que fonds dans la deep tech? Alors, merci de me recevoir. Beaucoup de questions déjà dans cette première question. Et puis, c'est toujours un peu délicat de parler de soi. Mais rapidement, donc effectivement, je suis Michel Delandes. Moi, ça fait 25 ans que je fais du venture. En fait, j'ai commencé, pour la petite histoire, en faisant de la dette LBO au Crédit Lyonnais à New York. Et puis, on était en 2000. Donc, tout le monde a oublié maintenant, mais 2000, c'est quand même les années venture, jusqu'à 2001. Voilà. Ouais, donc, j'ai commencé, et puis en 2001, le marché patatras. Donc, je suis revenu en France, en fait, en 2001 pour rejoindre les activités de capital risque du Crédit Lyonnais, qui s'est transformé en Crédit Agricole Private Equity en 2005, puis Omnes en 2012. Voilà. Mais donc, ça fait 25 ans que je fais du venture. J'ai eu la chance de commencer par des temps difficiles, en fait. Ça a été, on y reviendra peut-être, mais je pense que c'est toujours intéressant de commencer en fait, par des situations difficiles, parce qu'on apprend beaucoup plus. Et puis, donc, historiquement, chez Omnes, on a, en venture, on a toujours fait un peu de tout, vraiment avec une approche très large. On avait une équipe biotech, on avait une équipe digitale, une équipe deep tech. Et en 2019, on a décidé vraiment de se concentrer uniquement sur la deep tech. Et qu'est-ce qui a pourquoi fait que vous... Ouais, pourquoi pour plusieurs raisons. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, d'abord, on s'est aperçu, on est parti de la base. C'est-à-dire, on s'est dit, d'abord, on a un track record là-dessus. Donc, voilà, l'équipe, quand on prenait tous les investissements vraiment technologiques, on ne parlait pas encore de deep tech à l'époque, mais très technologiques, on regardait, c'est là où on surperformait. Première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que le monde, alors c'est une conviction que je vous partage, mais et on n'est pas obligé d'être d'accord d'ailleurs, mais nous on pense qu'on vit une révolution industrielle, qu'on appelle la deep tech. Alors on peut essayer de définir un peu la deep tech, nous on parle de technologies de rupture issues de la recherche fondamentale, mais pas que, on peut y revenir. Et on s'est dit, mais finalement l'Europe a quand même tous les ingrédients pour réussir cette révolution industrielle. On a la science, on a encore une science au niveau monde qui est au meilleur niveau dans le monde, quand on se compare même aux États-Unis, même à la Chine, etc. Et sans science, il n'y a pas de deep tech. On a par rapport, moi je me souviens quand j'ai commencé, l'entrepreneuriat n'était pas du tout perçu de la même manière qu'aujourd'hui. Non. Et aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir les meilleurs de nos filières académiques qui souhaitent être entrepreneurs. Avant, ils voulaient tous travailler dans des grands groupes. Alors en marketing, il fallait travailler chez LVMH, je sais pas quoi. En finance, il fallait aller chez Goldman. Alors c'est probablement encore vrai, mais moins. Et donc aujourd'hui, les meilleurs,
en tout cas beaucoup des élèves de nos meilleures filières académiques souhaitent être entrepreneurs. Donc ça, c'est une chance inouïe, parce que c'est-à-dire qu'on a les hommes, et en plus de ça... Et les femmes. Et des femmes, absolument, absolument. Et ensuite de ça... On a, comme l'industrie de venture, c'est quand même beaucoup structuré, on a désormais accès à des entrepreneurs qui sont des récidivistes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà créé des entreprises, etc. Donc on a la science, on a les hommes, et puis quand on a regardé un peu plus, pardon, je suis très long, mais quand on a regardé un peu ce qui se passait au niveau du financement, on s'est aperçu que tous les pays, conscients du fait qu'on vivait une révolution industrielle, finançaient cette révolution industrielle. Alors, en France, c'est France 2030. Tout à fait. Aux États-Unis, la DARPA n'est pas en reste, le département of Energy non plus, la Chine, n'en parlons pas, etc. Et donc, pour nous, investisseurs, on s'est dit, on a la science, on a les dirigeants, on a de l'argent non dilutif. Donc, nous, si on apporte de l'argent, on peut... Enfin, il y a une vraie opportunité de marché. Et ce, d'autant plus, et je termine, c'est que le marché, à l'époque, en 2019... On s'en souvient peut-être un peu moins, si on oublie, mais le marché était quand même très orienté digital. On parlait beaucoup de places de marché, beaucoup de SaaS B2B, etc. Tout à fait. Et nous, on s'est dit, il faut quand même être différent. C'est-à-dire qu'il faut... alors, c'est aussi parce que nous, il faut qu'on arrive à convaincre nos clients, qui sont, dans notre jargon, qu'on appelle les LPs, donc les assureurs, les family office, etc. On y reviendra aussi peut-être. Donc, il faut toujours être un peu différent. Et puis, nous, on pense que pour faire des bonnes affaires, il faut être capable de vendre à un prix élevé, mais surtout aussi rentrer pas trop cher. Et donc, ça veut dire compétition, probablement un peu moins forte. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, mais le digital... est un peu surchargé en nombre de fonds. Il y a moins de gens qui font de la deep tech, il y a moins de gens qui peuvent faire de la deep tech, moins de gens qui savent faire de la deep tech. Donc on s'est dit, c'est intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé depuis 2019 de se consacrer uniquement à la deep tech. Parce que 2019, pour se consacrer uniquement à la deep tech, c'était quand même assez tôt. Oui. Les écosystèmes étaient quand même moins structurés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Même France 2030 s'amorçait. Ouais. Comment vous avez, structuré ce fonds, même comment vous avez convaincu les LPs de venir sur des projets quand même un peu plus difficiles à comprendre qu'une plateforme de mise en relation. No offense pour les plateformes de mise en relation. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Non, mais j'aime bien, mais on n'est pas sur les mêmes enjeux de transformation sociétaux et environnementaux. Comment vous avez fait pour convaincre à la fois des LP, finalement, de vous faire confiance sur des projets dont les modèles économiques et dont le go-to-market est quand même plus long? Pas toujours. Voilà, mais ça c'est intéressant. Et comment vous vous êtes structuré même en termes de compétences à l'intérieur du fonds pour aborder et identifier ces projets? Alors déjà en 2019, j'imagine que là tu viens de lever un nouveau fonds, c'est encore le cas, mais ça fait appel quand même à un niveau de compréhension et à des compétences un peu différentes qu'une simple analyse financière. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez réussi à convaincre et à vous adapter? Alors d'abord, ça n'a pas été simple. Parce que quand on est un peu orthogonal par rapport à un marché, encore une fois, on est en 2019, donc tout le monde pense SaaS B2B, place de marché, etc. Pareil, no offense. Je pense qu'on a réussi à convaincre nos prospects, finalement nos clients, parce que voilà, nos clients, ce sont les gens qui nous confient leur argent, de plusieurs manières. La première, c'est que d'abord, on leur a expliqué que la deep tech n'était pas forcément plus capitalistique, n'était pas forcément plus longue que le marché du digital. Parce que, par exemple, je prends un exemple très simple. La cybersécurité, c'est pas plus capitalistique qu'une place de marché. C'est pas vrai. Donc, en fait, il y a déjà, dans la diversité, la deep tech est très diverse. C'est vrai. Ensuite de ça, quand on investit en deep tech, on a un actif. Donc, indépendamment du succès, par exemple, commercial, etc., on a quand même... Un brevet. On a un brevet, on a une valeur, etc. Donc ça, c'était aussi différenciant. Donc, la manière dont on a réussi à convaincre nos LP, c'est de leur dire, mais finalement, vous êtes très, très investis sur le digital, vous n'êtes pas sur la deep tech, donc vous avez peut-être un trou dans votre raquette d'investissement, vous avez fait des fonds biotech, vous avez fait des fonds digitaux. Est-ce que vous avez pensé à la deep tech? C'est une nouvelle classe d'actifs. Et forcément, eux, ils pensent diversification. Donc ça, pour eux, ça les intéressait. Ok. Je pense que la deuxième manière dont on les a... Enfin, la deuxième raison qui les a intéressés, c'est le fait que nous, on a une approche qui est très diversifiée.
C'est-à-dire que, alors, c'est pareil, on peut tout à fait me dire que mon approche n'est pas bonne, mais nous, on y croit. Moi, je crois à la diversification. C'est-à-dire que je ne crois pas tellement au fonds thématique. Parce que, alors, le fonds thématique a des vertus. C'est-à-dire qu'évidemment, si j'investis dans un domaine technologique particulier et que c'est un succès phénoménal, là, ça va être un carton plein. Mais il suffit que ce marché prenne 2 ans de retard et là, patatras. Donc, nous, on a plutôt une approche en disant, il faut qu'on soit sur un marché qui soit suffisamment large pour être diversifié. C'est le cas de la deep tech. Donc, nous, on leur a dit, voilà, on va être très diversifié à plusieurs niveaux. On va être diversifié au niveau sectoriel. Donc, on va faire des technologies, par exemple, pour la transition énergétique. Alors ça passe par des petits réacteurs nucléaires, par comment produire des protéines décarbonées, comment capturer du carbone. Voilà, on va faire de l'IA, on va faire de la défense, de la souveraineté. Donc suffisamment diversifié en termes de secteur. Aussi une diversification géographique. Donc voilà, on ne va pas être simplement sur la France, mais on va investir en Europe. Aussi une diversification en termes de maturité. C'est-à-dire qu'on va investir, nous, plutôt en série A, série B, en gardant beaucoup de réserves pour être capable d'investir sur des tours ultérieurs. Oui. Donc on a vraiment essayé, et ça, je pense que ça a beaucoup rassuré. Alors je ne veux pas parler pour eux, mais je pense que ça a rassuré une partie des gens qui nous confiaient leur argent en se disant, finalement, voilà, il y a une classe d'actifs qui naît, je ne la connais pas bien, elle est prometteuse, et j'ai des gens en face de moi qui ont un track record et qui ont une approche qui est raisonnable. Voilà. Et puis le dernier point, je pense, qui est moins palpable, c'est que il y a 2 choses qui ont permis de décider, je pense, certains clients. D'abord, il y a quand même une prise de conscience. Je pense qu'on l'a tous. Enfin, il faut, pardon de dire ça parce que c'est pas une bonne nouvelle, donc, mais je le dis quand même. En 2015, le PIB par habitant aux États-Unis est 50% plus élevé qu'en Europe. 10 ans plus tard, c'est 100%. Donc on décroche. On décroche. Et je pense qu'on le sait. Et quelque part, quand on décroche, voilà, l'innovation, on sait quand même que c'est source d'emploi. Et donc, c'est source d'emploi, c'est source d'indépendance, c'est source d'autonomie, c'est source de financement, un moyen de financer notre modèle social, etc. Et je pense que les gens en ont conscience. Et l'autre chose dont les gens ont conscience, c'est qu'on sait très bien que tous les pays, historiquement, ou les continents qui ont raté une révolution industrielle, mettent beaucoup de temps à la rattraper. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les pays qui n'avaient pas de charbon, ont moins d'industrie que les gens... Oui. Et donc ça, je pense qu'alors c'est un peu intangible quand même, mais voilà, il y a une prise de conscience qu'il faut financer ces innovations si on veut être capable de maintenir, une fois encore, nos emplois, notre souveraineté, le financement de notre modèle social, etc. Donc pour tout ça, je pense qu'on a réussi à lever performance passée, une approche raisonnable. Et puis je rajouterais peut-être quelque chose aussi, c'est qu'il y a cette conviction que la technologie n'est pas la solution, mais une des solutions par rapport à nos enjeux contemporains. C'est-à-dire, voilà, on le voit bien, la santé, le climat, désormais la souveraineté, c'est aussi bête que ça. C'est pas idiot. Donc on sait que sans technologie, ça va pas être la réponse à tout, mais ça va être une des réponses à côté de laquelle on peut pas passer. Et peut-être que c'est une question un peu bateau et tu as le droit d'y répondre. Pardon, je suis très long dans mes réponses, j'ai l'impression. De manière transparente ou pas, mais est-ce qu'il y a aussi parmi les investisseurs aujourd'hui une conscience d'investir dans de l'utilité? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi un rapport où on investit pas que pour la renta, mais on investit aussi pour des enjeux sociétaux? C'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'effectivement... Alors, ça peut pas être l'un sans l'autre. C'est-à-dire que j'ai jamais rencontré de gens qui me disaient... Qui soient que philanthropes. Voilà. Bon. On est d'accord. Mais c'est assez sain. C'est assez sain. Mais il y a vraiment... Il y a un côté... il faut que... On est là pour gagner de l'argent. Donc, on peut pas faire abstraction de ça. Donc, il faut forcément des gens qui ont déjà gagné de l'argent, qui savent faire qui savent faire ce qu'ils me promettent, puisque quelque part, quand on vend un fonds, on vend une promesse. Et il faut que ça ait du sens. Voilà, il faut que... Et quand vous investissez dans, par exemple, une société qui développe des nanosatellites pour faire de la surveillance maritime, pour lutter contre le trafic d'êtres humains, pour lutter contre le dégazage illégal, etc., ça parle aux gens. Quand vous investissez dans une société qui développe un ordinateur quantique, et on sait que l'ordinateur quantique peut participer à optimiser des modèles pour le climat, ça parle aux gens. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, ça fait depuis le 2019.
que vous allez plus vite là-dessus. Ouais. Est-ce que... donc, tu as un historique, un track record. Parmi les premiers investissements que vous avez faits, c'est quoi tes belles histoires? C'est-à-dire les investissements, déjà, desquels vous êtes fiers, les entrepreneurs qui sont inspirants pour les autres. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, et qu'est-ce qui a fait la différence sur ces projets, et quels sont les projets vraiment où tu te dis, là, on a bien fait, ça va avoir de l'impact, leur modèle de croissance, on l'a co-créé avec eux. Voilà, est-ce que tu as des histoires à nous raconter qui peuvent, entre guillemets, être des exemples pour ceux qui viennent? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent. Ouais, bien sûr. Oui, je peux donner une... C'est très intéressant. Je vais commencer par la fin de ta question. Les chiffres sont au vert, pourvu que ça dure. Mais les chiffres sont au vert, c'est-à-dire que en 2024, de mémoire, il y a eu à peu près 400 startups deep tech créées. En 2020, c'était 200. Donc en espace de 4 ans, le nombre de startups deep tech créées en France a été multiplié par 2. C'est quand même énorme. Gros effort de la BPI là-dessus. Il y a eu un gros engagement. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont fait un travail absolument remarquable. Donc voilà, donc la tendance est bonne. Après, quelques exemples. Écoute, moi je vais commencer, je ne vais pas être trop long, mais le premier dossier vraiment sur lequel, en deep tech, ça a été vraiment un succès assez phénoménal, c'était Novaled, une société en Allemagne dans laquelle j'avais investi. Ça remonte, c'était en 2006. Et c'était une société qui développait des matériaux dopants pour les écrans OLED. À l'époque, on parlait que d'écrans LCD, etc. Et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, etc. Mais cette société en Allemagne a vraiment permis de débloquer l'émergence des écrans OLED. Et on l'a vendu à Samsung. Alors, je ne sais plus si c'était en 2012 ou en 2013. Je crois que c'était en 2012. Et ça a vraiment permis l'essor des écrans OLED, dont, voilà, maintenant qu'on trouve partout, qui permet de faire des écrans souples en plastique, etc. Et ça a été voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, mais vraiment, on peut investir dans des sociétés très technologiques. Les OLED, on parlait des OLED depuis 30 ans. Je crois que les premiers brevets dans les OLED datent de Kodak, qui n'existe plus. Et les brevets étaient tombés dans le domaine public tellement, en fait, cette innovation était bloquée. Et cette société Novaled, dont le patron était français d'ailleurs, a permis de vraiment résoudre le problème et de libérer une technologie. Donc ça, j'ai trouvé ça fantastique. On se dit, mais vraiment, on peut investir dans des technologies. On a fait un très beau multiple. On peut investir dans des technologies vraiment qui libèrent un champ des possibles inouï, et qui permet de faire un succès mondial. C'est-à-dire que si tu veux, aujourd'hui quasiment, je pense, dans tous les écrans OLED que tu peux trouver sur le marché, tu as de la technologie Novaled derrière. C'est quand même sympa. Alors, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Alors ça, voilà. Puis après, on a continué. Alors, il y en a plein d'autres. Ceux que je ne vais pas citer vont être furieux, mais c'est pas grave. Et puis là, plus récemment, puisque donc avec ce fonds levé en 2019, on investit, etc. Écoute, alors c'est pareil, je ne veux pas faire de jaloux, on a investi dans une vingtaine de boîtes, mais celles qui sont très sympas, je trouve, donc on a investi par exemple dans The Exploration Company, c'est une société qui est portée par Hélène Huby, qui développe des capsules spatiales, voilà. Et donc qui a réussi à relever et qui a développé sa première capsule cette année, etc. Donc ça, c'est vraiment très prometteur. Le domaine du spatial est vraiment un domaine, je pense que c'est vraiment une nouvelle frontière. Ouais, passionnant pour plein de raisons, parce qu'en fait, comme le coût... En fait, ce qui est très intéressant dans le spatial, c'est que le coût d'envoyer 1 kilogramme dans l'espace, si je schématise, a été divisé, moi je considère qu'il a été divisé par 80 en 40 ans. Donc évidemment, pour plein de raisons, mais ça permet de faire plein de choses nouvelles, passant par des nouveaux satellites, etc., avec des nouveaux business models et des retours sur investissement par rapport à des choses qu'on fait. Alors évidemment, ça passe par le télécom, ça passe par l'observation, etc. Donc l'espace, bref, je ferme ma parenthèse, que je suis trop long, mais ça c'est vraiment très intéressant. On a investi par exemple dans une boîte en Allemagne qui s'appelle Quantum System, qui fait des drones. Alors ça, c'est un sujet, voilà, des drones, voilà, qui ont une capacité de décoller très rapidement, etc., une capacité d'emport aussi très importante. Et la boîte, c'est étonnant, hein. Nous, on a investi il y a 4 ans, elle faisait déjà 40 millions, aujourd'hui, elle fait plus de 260 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des succès. Et comment vous les trouvez? Parce que alors, non, mais en fait, pour répondre finalement à ta question, le succès, c'est l'entrepreneur, plus que la technologie, évidemment. C'est-à-dire, moi, je considère que
un bon entrepreneur peut transformer une mauvaise technologie en un bon projet. Et un bon produit. Ouais, un bon produit. L'inverse est un peu moins vrai. C'est-à-dire qu'une bonne technologie portée par un entrepreneur qui, pour plein de raisons, n'est pas au bon endroit ou à la bonne place, c'est plus difficile. C'est vrai. Mais moi, ce qui est très important dans le facteur clé de succès, donc c'est l'entrepreneur. Et il faut un entrepreneur qui, et ça a beaucoup changé, et c'est génial, c'est qu'il faut un entrepreneur qui se dise plus simplement, je vais créer une boîte sympa en Allemagne, en France. Maintenant, on a des entrepreneurs qui veulent conquérir le monde. Et c'est ça qui est fantastique, parce que ce qui était très difficile, moi je trouve, dans les années 2000 ou post-2001, c'était qu'on avait, finalement, on investissait en venture, donc on avait forcément, il y a toujours de la casse, parce que le marché, parce que le produit, parce que l'entrepreneur, etc. Et les succès étaient capés. Et le niveau des succès était capé parce que le niveau de l'ambition était limité. Était sur le territoire. Exactement. C'est vrai. Et aujourd'hui, je trouve que et c'est ça qui est incroyable, c'est que le niveau d'ambition des entrepreneurs a été décuplé. Et ça veut dire que donc le modèle tourne. Parce qu'avant, comme on avait de la casse et que les succès étaient limités, bah forcément le modèle est plus compliqué. À partir du moment où on peut avoir des succès mondiaux, là, le modèle tourne, évidemment. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui est intrinsèque à la deep tech, c'est que vu qu'on est quand même sur beaucoup de technos qui viennent des labos, et qu'en fait, on est quand même sur un modèle dans les labos européens, français, américains, qui est quand même de fait international, parce qu'en fait, c'est quand même un modèle de publi, il y a des conférences partout. On est quand même sur une nature aussi de projet qui a une vocation sans frontières un peu plus large que les projets qui se créent uniquement sur le numérique au départ. Absolument. Et donc, on est peut-être sur une culture aussi de nos universités, de nos labos, qui de base, alors était peut-être pas forcément assez entrepreneuriale pendant de longues années. Et là, mais ça change. Ça change. Il y a encore des choses à faire, mais ça change. Mais on est quand même sur des technologies qui ont vocation à être utilisées dans tout type d'industrie. Absolument. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien que dans les deep tech qui scale, souvent, ça scale direct en Europe, ou en tout cas, ça ne va pas chercher qu'un marché français qui est quand même assez limité. Oui, mais et même au niveau européen, parce qu'en fait, c'est intéressant, c'est toujours un débat, et il n'y a pas de réponse unique. Mais en fait, le sujet, c'est que ce qui est plus difficile en Europe par rapport à une boîte américaine, au-delà du financement, on y reviendra peut-être, mais c'est le fait que l'Europe, finalement, n'est pas si unifiée que ça. C'est-à-dire, quand on est une boîte française, se développer en Allemagne, c'est pas si simple. Ah bah oui. Alors que passer du Minnesota à l'Utah, voilà, c'est facile aux US. Ils ont accès directement à un marché qui est unifié. Et donc nous, on se dit toujours, est-ce qu'on doit d'abord aller aux US? Parce que finalement, ça donne accès à un plus gros marché unifié dès le départ. Alors que si je dois aller en Italie, en Espagne, en Allemagne, et ben en fait, finalement, ça me rajoute des couches de complexité. Alors c'est un sujet qui est difficile, il n'y a pas de réponse probablement unique. Mais ce qui est vrai, tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, en deep tech, on peut investir dans des technologies qui ont une vocation mondiale, qui répondent à des enjeux mondiaux, portées par des entrepreneurs qui ont une ambition qui est, et encore une fois, je m'en réjouis, mais qui est à un niveau que moi, je n'ai jamais connu. Vraiment. Alors toi, tu dis, j'ai eu Cédric Rémy-Denis sur le premier épisode de ce podcast qui nous dit, à juste titre, l'early stage en France, ça y est, c'est parti, dans la deep tech, les dispositifs de financement existent, BPI est là, nous les universités, ça y est, on s'empare du sujet, les PII, etc. Toi, tu dis, nous, on investit en early grow. C'est quoi la nuance? Ah oui, c'est quoi la nuance? En fait, alors, et puis il faut toujours se méfier des termes anglo-saxons, parce qu'on ne sait jamais très bien ce que ça... Oui, bien sûr. En fait, bon, évidemment, on sait qu'en venture, il y a une chaîne de financement. Hein, donc voilà, il y a le love money. Alors, tous les termes sont anglo-saxons, évidemment, parce qu'on est une industrie qui est là-bas. Argent de l'amour, ça fait bizarre. Voilà. Ouais. Mais, oui. Voilà, les business angels, etc. Mais bon, bref. Donc voilà, après, il y a la phase d'amorçage. Et puis après, on donne les fameuses lettres alphabétiques, A, B, C, D, etc. Donc nous, en fait, notre positionnement, il est assez simple. Il consiste à dire, nous, on prend du risque, puisqu'on investit dans des équipes qui sont parfois, souvent, même toujours incomplètes. Le marché n'est pas forcément prouvé. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de risques un peu partout. La concurrence est naissante, donc bon. Et donc nous, on se dit, on prend beaucoup de risques, mais on ne va pas prendre tous les risques. Voilà. Et on essaye d'éviter de prendre notamment le risque technologique. Et comment évite-t-on de prendre le risque technologique? C'est assez simple. On veut une validation client.
Donc, qu'est-ce qu'on appelle une validation client? Il y a 2 choses qui permettent de valider un produit. Un, d'avoir du chiffre d'affaires, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent, ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent que le produit est intéressant, première chose. En revanche, c'est vrai que quand on investit dans un réacteur nucléaire qui n'existe pas, c'est difficile d'avoir des clients. Et là, ce qu'on valide, en fait, c'est un carnet de commandes ou un partenariat industriel. C'est-à-dire, voilà, quand j'investis dans une société qui développe, je sais pas, des capsules spatiales, évidemment, si déjà j'ai un carnet de commandes ou des LOI signés. Exactement, qui dit si le truc marche, voilà, ça c'est validant pour nous. Et une fois encore, donc voilà, c'est soit chiffre d'affaires, soit gros carnet de commandes, et avec un chemin de rentabilité qui doit être atteignable dans les, je dirais, 2-3 ans. Voilà, donc ça c'est notre positionnement. Donc c'est la phase d'accélération. Absolument. Commercial. Et du coup, ça veut dire que vous arrivez finalement sur des deuxièmes tours, après des fonds early stage. Comment vous sourcez? C'est quoi vos KPI en fait? Combien tu vois de dossiers par an? Comment vous les analysez? Quels sont vos tickets moyens? Enfin, si tu dois nous donner un peu de choses tangibles. Tangibles. Les chiffres. Nous, on voit à peu près 1000 opportunités par an. Alors, France-Allemagne, enfin, Europe, on va dire. Parce que, voilà, mais on a une équipe en Allemagne. Donc, on a sur le fonds précédent là, qu'on avait levé en 2019, 25% de nos dossiers sont en Allemagne. Donc, 1000 dossiers par an, sachant qu'une période d'investissement d'un fonds, ça dure 5 ans. Ça fait donc 5000 opportunités. C'est un peu moins que ça, parce qu'il y a quand même des projets qu'on revoit plusieurs fois au cours des 5 ans. Donc, ce n'est pas 5000, c'est à peu près 4000 opportunités au cours de la phase d'investissement d'un fonds. Donc, on pourrait se dire, nous, vous voyez, on investit dans 20 sociétés, donc on va prendre les 20 meilleurs parmi les 4000. Donc, c'est assez sélectif. Mais en fait, on ne fait pas ça du tout. Alors, vous faites quoi? Vous prenez les 20? Non. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se dire, bon ben voilà, il y a des grosses tendances qui sont données par les États, par France 2030, etc., qui disent, regardez, il faut faire des choses dans le nucléaire, il faut faire des choses dans le spatial, etc. Alors on se dit, on regarde. Voilà, donc tous les 2 ans, on regarde un peu. Et en fait, on regarde après ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire, on dit, est-ce qu'il y a des fonds deep tech aux États-Unis qui viennent à la rencontre de ces déclarations de départements of energy aux États-Unis, etc. Que s'il n'y a pas d'argent privé qui vient rencontrer ces grandes tendances étatiques, on se dit, oulala, c'est un peu tôt. Donc attendons. À l'inverse, si on voit qu'il y a de l'argent privé qui vient répondre à ces grandes déclarations, on se dit c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis ayant toujours un temps un peu d'avance, on se dit tiens, là c'est intéressant. Et à ce moment-là, on se dit ok, voilà, je vais prendre un exemple concret, on se dit tiens, le spatial, voilà, tout le monde parle du spatial, hein. Il y a beaucoup d'argent qui est investi par des fonds deep tech dans le spatial aux États-Unis, on dit tiens, c'est intéressant. Donc là, comme on fait de la deep tech depuis très longtemps quand même, on a constitué un réseau qu'on a, alors on n'a pas de propriété intellectuelle là-dessus, mais c'est un réseau d'anciens entrepreneurs, de directeurs techniques de grands groupes, de personnes, de groupes à qui on a vendu des boîtes, par exemple, ou de chercheurs, etc. Et donc là, beaucoup de due diligence, pardon pour les termes anglais encore, mais donc là, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de rencontres pour analyser la chaîne de valeur. Qu'est-ce que c'est que le New Space? Voilà. Est-ce que c'est les lanceurs? Est-ce que c'est les moteurs? Est-ce que c'est les nanosatellites? Est-ce que c'est les capsules? Enfin, le sujet est infini. Comprendre la chaîne de valeur du secteur. Et donc ça, on le fait grâce à ce réseau. Et une fois après, ça nous permet d'identifier... Donc, tu as des gens dédiés qui font que ça? Ou c'est tes analystes? On fait ça tous ensemble. En fait, nous, on fait ça tous ensemble. Donc voilà, on se dit, tiens, et puis chacun a son réseau. Donc vraiment, on n'a pas de limite. Et là, on se dit, voilà, quel est le maillon de la chaîne de valeur qui nous semble le plus intéressant? Donc on se fait une conviction. Alors, on peut se tromper, mais on se dit, voilà, est-ce que, tiens, sur le spatial, nous, ce qui nous intéresse, c'est les nanosatellites et les lanceurs. Ou, je sais pas, ou les capsules. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, voilà, dans ce maillon qui nous semble le plus prometteur, quelles sont les sociétés, c'est un entonnoir, quelles sont les sociétés les plus prometteuses? Alors, est-ce que, voilà, donc là, on se fait ça au niveau européen. On se dit, voilà, les 3 boîtes dans les capsules qui sont les plus prometteuses en Europe, et on se dit, tiens, c'est The Exploration Company. Et là, on essaie de convaincre le dirigeant ou la dirigeante, en l'occurrence la dirigeante, en disant, mais voilà, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Là, il y a deux cas de figure. Soit la société est en levée de fonds. Là, c'est assez simple, je dirais. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'on arrive un peu en étant des sachants, puisqu'on a fait toute cette approche que je viens de décrire. Soit la société n'est pas en levée de fonds. Et dans ce cas-là, il faut réussir à convaincre l'entrepreneur
Parce que l'entrepreneur va dire, bah oui, mais il faut que je crée de la valeur, donc je pensais plutôt lever dans 2 ans, donc voilà, etc. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de dire, mais écoute, on va pas te donner peut-être exactement la valo que tu aurais dans 2 ans, mais il y a beaucoup de si dans 2 ans quand même. Bah, est-ce que tu vas Surtout réussir? en ce Comment va être moment. le marché, etc. Et tu vas gagner 6 mois, parce qu'une levée de fonds, c'est au moins 1 an, enfin voilà. Et donc là, voilà, donc, et en général, on y arrive. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous, on identifie nos projets. Et donc, 80% de nos dossiers sont ce qu'on appelle non intermédiés. C'est-à-dire, c'est vraiment des dossiers qu'on trouve, nous, En direct. en direct. Absolument. C'est Voilà. pas des partenaires qui vous Non, alors ça envoient. peut aussi, mais J'imagine 20%. Mais 80% sont en direct. Voilà, donc c'est comme Et ça qu'on vos fait. tickets, quand vous investissez à Alors, ces stades-là, Ouais. Alors nous, si c'est pas non, confidentiel. non, pas du tout. Nous, on investit des tickets qui sont de l'ordre de... alors, comme on a levé le fonds suivant, ça change un peu, il va augmenter. Mais en fait, nous, on a une approche vraiment d'accompagnement sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'on garde beaucoup de réserves. Pour Voilà, refinancer. exactement. Donc, j'ai coutume de dire que quand j'investis 1 euro dans une société, en moyenne, je garde 1 euro pour des La fois réinvestissements d'après. potentiels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va toutes les refinancer. Mais en moyenne, je garde 1 euro quand j'investis 1 euro dans le premier ticket. Et ce premier ticket, pour répondre précisément à ta question, sur le fonds précédent, il était autour de 4 millions d'euros. Et là, avec le nouveau fonds, on va être en mesure d'aller jusqu'à 7 Et millions en d'euros. général, vous êtes seul ou vous... Enfin, on parle beaucoup de syndication Oui. de fonds Ouais. sur ces projets-là. En général, vous venez à plusieurs ou Oui. En fait, nous, on est rarement, rarement quasiment jamais majoritaire tout seul, omnes, en venture. En revanche, l'ensemble des VC, parce que comme tu le dis, on syndique en fait à chaque série, voilà. Tout à fait. Et puis au bout d'un moment, il y a tellement de séries qu'au général, au bout d'un moment, assez rapidement d'ailleurs, l'ensemble des fonds deviennent majoritaires. Mais pour répondre précisément à ta question, oui, nous on investit rarement seul. Rien ne nous empêche de le faire. Mais en général, on co-investit avec des gens soit qui font que de la deep tech comme nous, soit des gens qui font un peu de deep tech. On est vraiment très agnostique là-dessus. Il faut juste qu'évidemment, il y ait un peu d'affectio societatis. Il faut qu'on ait la même vision. La même vision. Et puis, notamment la même vision en termes de développement et d'objectifs de liquidité. Parce que nous, quand on rentre, évidemment, c'est avec un objectif. Il y a un moment, il faut qu'on rende l'argent à nos investisseurs. Nous, on rentre pour sortir. Et donc, en fait, il faut faire attention à ne pas rentrer avec des co-investisseurs qui peuvent avoir des objectifs, notamment de liquidité, différents, bien plus lointains que nous, parce qu'évidemment, là, ça peut créer un peu de friction. Ou l'inverse d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'inverse des modèles d'investissement qui demandent des scalabilités plus fortes, qui peuvent mettre aussi ces acteurs-là en risque. Exactement. On a pas mal parlé de ton métier d'investisseur. Je voulais revenir quand même sur un sujet que tu as abordé, c'est les États-Unis. Oui. Donc effectivement, ils sont en avance, effectivement, on les regarde. Aujourd'hui, on est quand même sur un moment un peu particulier de la politique américaine vis-à-vis de la recherche, vis-à-vis de ses engagements en tant qu'État. Ouais. Est-ce que ça impacte ta manière d'analyser les choses, puisque l'Europe ne semble pas, en tout cas, aller dans la même direction, heureusement. Est-ce que finalement, aux États-Unis, il se passe des choses au niveau de l'investissement? Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont sur la défense, mais du coup un peu moins sur le climat. Est-ce qu'il y a des fonds américains qui commencent à regarder un peu plus l'Europe? Parce que justement, on essaye de maintenir cet engagement de transformation de la société. Est-ce qu'il y a des choses qui changent depuis Trump, en fait, là-dessus? Ou pas encore? Non, écoute, moi j'étais à New York là au mois de juin pour rencontrer des prospects et puis aussi d'autres fonds de venture. Bon, alors New York, c'est pas les États-Unis non plus. Je sais, j'ai pas l'impression que les choses changent beaucoup. Il y avait un peu tout ce qui était DEI, dans tout ce qui était diversité, etc. Donc là, j'ai senti que les messages, mais une fois encore, je ne veux pas parler pour les gens que j'ai rencontrés, mais c'était un peu, il y a les gens qui disaient, bon, ben ça, c'est stoppé. Et il y a ceux qui disaient aussi, mais on avait été quand même très loin. Voilà. Ce qui est sûr, c'est tout ce qui est article 9, SFDR, ça, mais c'était déjà le cas avant. J'ai pas l'impression que c'est pas un sujet qui prennent à bras le corps. Et donc, effectivement, il y a un peu plus... Ils se permettent un peu plus de le dire. Voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'en fait, il y a un changement radical. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à l'époque, le sujet des tarifs n'était pas résolu. Et ça, ils étaient très critiques vis-à-vis de ça. Parce que ça crée beaucoup d'incertitudes. Voilà.
Donc ça, c'était leur gros enjeu. Après, moi, j'ai pas du tout eu l'impression qu'il y avait un ralentissement. Enfin, à la rigueur, je vais même commencer par ce que tu dis, c'est-à-dire vraiment au niveau de la recherche. Ça, je peux pas en juger. Mais l'impression que j'ai, c'est que ce sujet de la recherche, il est plus vrai en sens social qu'en sciences physiques quelque part. C'est-à-dire que attends, on attend de voir. mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une vraie remise en cause du modèle de recherche sur des sciences que je qualifierais peut-être de dures. Voilà. Mais c'est difficile je peux pas aller tellement plus loin. Après, le gros sujet chez eux, c'est l'IA. Ils parlent tous d'IA sur toute la chaîne, c'est-à-dire au niveau applicatif, au niveau modèle LLM, au niveau composants électroniques pour essayer de consommer moins d'énergie, etc. Ça reste leur sujet principal. Et ça, ils sont à 200 km/h. Il n'y a pas du tout... Enfin voilà, là, ils ne sont pas en arrêt du tout. Hein. Ah oui. Et toi, chez Omnes, vous les avez vus passer, par exemple, Mistral ? Ouais, on les a vus passer. Mais c'est sympa, c'est marrant parce que l'un des cofondateurs était l'un des stagiaires d'un de nos partenaires de notre équipe. Donc on les connaît. Nous, c'était un peu délicat parce que avec le fonds précédent là qu'on a levé en 2019 faisait 130 millions d'euros. Et donc, financer des modèles LLM qui, on le voit bien, nécessitent, pour le coup, alors là, c'est capitalistique, des milliards, ça ne peut pas être notre thèse. Nous, donc, on fait plutôt de l'IA au niveau applicatif. Donc, on les regarde, ils sont fantastiques. Enfin, franchement, on les regarde avec beaucoup de... Et on se réjouit pour eux, évidemment, parce que c'est un succès qui... Non, mais on parlait d'ambition. Ah oui, là, on est dans de l'ambition. C'est extraordinaire. Donc, c'est super. Mais on n'avait pas, avec la taille de notre fonds, on ne pouvait pas participer à ce tour de financement. Voilà, et je leur souhaite tout le succès possible. Enfin, voilà, et c'est très bien parti. Ça paraît très bien parti. Voilà. Donc, nous, on fait de l'IA au niveau applicatif. Alors, on a beaucoup parlé du modèle d'investissement. J'ai envie d'aller sur le sujet de France Deep Tech. Parce que... j'ai envie de dire pourquoi France Deep Tech, qui aujourd'hui, qui s'est quand même aussi créé au bon moment, je trouve. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es levé le matin et tu t'es dit, je vais créer une asso, sur la Deep Tech. Qu'est-ce qui a motivé cette création et quelle est en fait ton ambition avec France Deep Tech ? À quoi tu voulais répondre en créant France Deep Tech ? C'est très simple. C'est très simple, je peux répondre. Donc effectivement, un matin en me rasant... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que nous, les sociétés dans lesquelles on avait investi en Deep Tech, n'adhéraient pas à des corps intermédiaires. Alors, je vais te prendre des exemples. Par exemple, nous, on a investi dans des sociétés qui développent de l'IA pour découvrir des nouvelles molécules thérapeutiques et donc qui sont au service de pharma ou de biotech. Elles n'adhéraient pas à France Biotech, par exemple. Et puis, de l'autre côté, on avait des sociétés, par exemple, dans le spatial, qui n'adhéraient pas à France Digital, etc. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Parce que finalement, moi, mes sociétés de mon portefeuille n'étaient pas représentées par un corps intermédiaire. C'est un peu dommage. C'est vrai. Donc, c'est ça le constat de départ. Et donc, je les ai appelés. Je leur ai dit, mais pourquoi ? Alors, j'ai eu 2 réponses. J'ai eu la réponse de l'ingénieur. Je ne suis pas ingénieur. Alors, je le dis avec beaucoup d'empathie pour mes amis ingénieurs. Mais il y avait un côté quand même, tu sais, nous... on est des ingénieurs, on répond à des enjeux. Voilà, on fait pas, je vais pas dire de choses pour pas critiquer les trucs, mais il y avait un côté, voilà, nous on s'occupe de choses un peu sérieuses, tu comprends ? Quand on parle de spatial, quand on parle de souveraineté, etc. On fait pas des croquettes pour chiens. Voilà, personne ne sera offensé si je dis ça. Mais tu vois, il y a le côté un peu, bon, je dis ça avec un peu d'humour. Et l'autre sujet, c'était de dire, mais en fait, nous, on a des spécificités. Et ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on investit en Deep Tech, on a de la R&D, on a des problématiques de recrutement, de PhD, de chercheurs, on a des propriétés intellectuelles, de défense de sa propriété intellectuelle. Pour certaines d'entre elles, et beaucoup d'entre elles, de développer des capacités de production. On est beaucoup sur du B2B en plus. On n'est que sur du B2B. Voilà. On est sur des sujets qui peuvent être régaliens avec des problématiques de cession. Donc tu vois, tout ça, et ça, ils disaient, mais ça, finalement, ces sujets-là ne sont pas traités. Alors, ils m'ont tous dit, et c'est ça qui nous différencie du digital, quelque part. Alors, ils m'ont dit, alors, quand je parlais d'une boîte cyber, ils m'ont dit, il faut faire France Cyber. Quand Newspace, il faut faire France Newspace. Alors, je leur ai dit, mais attendez, en fait, bon, là, c'est bien, mais on ne va pas faire 15 trucs. Mais en revanche, ce qui vous unit entre vous dans cette diversité de la Deep Tech, c'est ce qui vous sépare du digital. Donc, c'est ça le point de départ. Et alors après, je me suis dit,
est-ce que c'est une bonne idée? Moi, bon. Donc là, je me suis rapproché évidemment de BPI-France. Je leur ai dit, écoutez, parce qu'ils ont fait tellement pour la deep tech, je leur ai dit, il faut forcément travailler avec eux. Ah bah bien sûr. Et puis en plus, ça, je voulais pas marcher sur leur plate-bande non plus. C'est un bon client, je suis, voilà, donc je les remercie d'ailleurs. Et donc, ils m'ont dit, super, vas-y, c'est génial. Après, je me suis rapproché d'autres fonds deep tech, donc alors des JOL, des 360, des Laia, enfin des Supernova, etc., des Cantonation, enfin voilà, des gens qui investissent vraiment deep tech et avec qui on co-investit beaucoup. Et ils ont partagé le constat. Ils m'ont dit, ben oui, on se renseigne auprès des startups. Donc c'est ça l'origine du truc. Et donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, pour que la deep tech... Donc c'est une association qui se veut résolument au service des startups. Donc nous, on n'est pas au service des fonds, on n'est pas au service de la recherche, on n'est pas au service des grands groupes, on est au service des startups. Et on s'est dit, pour que les startups fonctionnent et pour que la deep tech émerge vraiment, de quoi a-t-on besoin? Je reviens à mon point de départ. Il faut qu'on ait de la science. Donc on a accueilli dans cette association. Donc en 2 ans. Donc à partir de en 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Ça allait vite, hein? Ouais. Vous avez oui. lancé, Alors moi, j'aimerais toujours que ça aille plus vite, tu vois. Mais non, c'est donc, quand même allé vite en termes d'adhérents. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'on est? On est 270 membres. Dont nous, d'ailleurs. Pardon? Dont absolument. Nous, d'ailleurs. Et dont les premiers. Donc merci encore. Voilà. Et donc en fait, on a 4 catégories de membres. On a évidemment beaucoup de startups dans leur diversité, je dirais, sectorielle et dans leur diversité de maturité. Voilà, donc ça, c'est la majeure partie des membres. On a beaucoup de fonds d'investissement, donc des gens qui font que de la deep tech, ceux que j'ai cités qui sont fondateurs, et puis d'autres, voilà. Et maintenant, on s'est élargi à des fonds qui font partiellement de la deep tech, parce qu'une fois encore... Qui veulent venir, quoi. Mais exactement. Et nous, plus il y a de gens qui veulent financer la deep tech, et plus on est content, puisque l'association est au service des startups. Voilà. Mais on a des gens, on a même des étrangers. Par exemple, on a Temasek qui est membre de l'association. C'est génial. Vous avez quelques industriels aussi. Quelques-uns. Alors, je vais y revenir. C'est un sujet. Donc, deuxième catégorie, c'était les fonds. Donc, on a aujourd'hui on a plus d'une vingtaine de fonds, je pense. Troisième catégorie, c'est toute la recherche. Donc là, vraiment, on a fait carton plein. CNRS, CEA, INRIA, INRAE, Institut Polytechnique, etc. Donc, c'est fantastique parce que sans recherche, encore une fois, il n'y a pas d'écosystème deep tech. Et la quatrième catégorie, c'est évidemment les corporates, donc, ou les gens, je dirais, les gens qui participent à l'essor de la deep tech. Donc, des gens comme vous, des gens comme maintenant Safran, des gens comme Thales, etc. Et donc, avec cette association, on s'est fixé 2 objectifs, pas 36. Hein. Donc, aujourd'hui, on a 2 salariés. Donc, moi, je ne fais plus rien. Hein. Mais on a 2 salariés. Et aujourd'hui, on s'est fixé 2 objectifs. Le premier, c'est qu'en fait, on veut être capable, j'assume le mot, nous, on fait du lobbying. C'est-à-dire, on pousse auprès des pouvoirs publics des mesures qui visent à, une fois encore, faire accélérer cet écosystème deep tech. Ce qui est hyper nécessaire, c'est pour ça que Exactement. je dis, ça s'est quand même créé au bon moment, parce que là, on est quand même dans une zone d'incertitude, de tension, où il y a un vrai enjeu. On a dit à nos membres, c'est très simple ce qu'on fait, on dit à nos membres, voilà, quels sont les sujets dont vous voulez qu'on s'empare? Donc on leur pose la question, et c'est eux qui nous disent, voilà, donc on a constitué les groupes de travail, Dynergy a fait partie d'ailleurs, du groupe financement, voilà, exactement. Donc premier sujet, financement. Deuxième sujet, commande publique. Troisième sujet, réglementation du vivant. Dernier sujet, optimiser les conditions d'un transfert de technologie. Donc ça, c'était en lien avec les laboratoires. Et on est en train d'en créer d'autres, la défense, le tech bio, etc. Donc ça émane de nos membres, en fait. Donc et après, dans chaque groupe de travail, il y a des membres qui ont le temps. Alors il y a des jours, les gens ont le temps, les lendemains. Bref. Et donc ça, après, on émet des recommandations et notre boulot, ça consiste à les pousser, ces recommandations, vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc ça passe par convaincre des députés pour qu'ils s'emparent des sujets, convaincre les Bercy, etc. Donc ça, c'est notre première mission. Et vous allez voir en anticipation les partis politiques qui sont quand même dans des partis pris assez différents sur le financement. Bien sûr. Bien sûr. Pour anticiper l'avenir. Mais bien sûr. Seul le résultat compte. Alors évidemment, l'incertitude fait qu'aujourd'hui, ils ont tous d'autres sujets en tête, mais nous, on fait notre boulot. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'animer l'écosystème.
moi j'appelle ça, c'est organiser des foires comme au Moyen-Âge. C'est permettre aux gens de se rencontrer. Moi j'ai été sidéré par le fait qu'il y avait un besoin. Et je pense qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Et quelque part, on ne serait pas 270 aujourd'hui, 2 ans après, s'il n'y avait pas un vrai besoin. Et donc, c'est organiser des tables rondes, c'est organiser des événements. Donc, on organise un événement avec vous d'ailleurs à Lyon. On a organisé un événement sur le Cantique à Nice. Voilà. Donc, on a fait une table ronde sur la défense. Donc, ça, c'est vraiment... Et puis, on organise des tables rondes, des webinaires, etc. Exactement. Et là, c'est vraiment permettre aux gens de se retrouver. Et j'ai la faiblesse de penser que ça marche. Je ne pense pas qu'on va... Avec cette association, l'idée n'est pas de... mais c'est un des éléments, je pense, qui peut contribuer à faire accélérer cet écosystème qui est encore une fois très important parce que moi, je pense que la technologie est une source de solution par rapport à nos enjeux d'aujourd'hui. Voilà. Et que, voilà... c'est aussi des projets, en tout cas, qui ont un réel besoin de l'écosystème, public, privé, industriel. Et c'est vrai que les porteurs... sont pas à la base des gens de réseau. En fait, moi, c'est ce que je constate. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'engage à vos côtés sur les matinées Deep Tech, dans cette logique de se dire, on a besoin à la fois que l'écosystème se rencontre, mais pas que, je trouve, il y a aussi un besoin d'acculturer d'autres acteurs, notamment les fonds généralistes qui commencent à s'interroger. Parce qu'on n'est pas dans des profils à la base, je ne parle pas des fonds, qui sont des profils de réseau. Et ce on l'a constaté sur la matinée Deep Tech qu'on a fait ensemble l'année dernière, que ces moments d'échange ont été plébiscités presque plus que les prises de parole. Parce qu'il y a un besoin de rencontres, en fait, rencontres qui vont amener vers un marché, vers un client potentiel. Et c'est un peu moins naturel dans cet écosystème spontanément, parce qu'il y a quand même toute cette partie recherche qui, ils sont focus sur leur projet et moi je trouve ça très bien, mais où en fait le temps, genre au sujet de l'ingénieur de tout à l'heure, mais leur temps a besoin d'être utile. Et donc il n'y a pas d'enjeu de représentation, il y a plus un enjeu de temps utile dans ces rencontres-là. Et moi je trouve que France Deep Tech joue vraiment ce rôle. Merci. Et donc ma question quand même suivante, c'est qu'est-ce qui distingue France Deep Tech aujourd'hui, qui est une asso, des pôles de compétitivité comme Cap Digital, comme peuvent l'être Systématique sur le sujet de la Deep Tech? C'est complémentaire? Est-ce qu'un jour, il y aura un label France Deep Tech sur les projets qui seront financés par la BPI? Comment tu vois finalement le rôle de France Deep Tech évoluer, voire se transformer peut-être dans les prochaines années? Alors, moi, je vais répondre très simplement à cette question parce que moi, quand j'ai écrit les statuts de l'association, j'ai été très attaché au fait que moi, mon mandat, qui se termine dans un peu un an à peu près, je pense, n'est pas renouvelable. Donc, je suis très attaché au fait que je voulais, quand on a créé France Deep Tech, je pense qu'il faut que les choses évoluent, chacun peut apporter une brique, chacun... Donc, moi, mon projet, quand on a créé France Deep Tech, c'était de répondre à ces deux enjeux de lobbying et puis d'animer cet écosystème au niveau français, mais aussi au niveau européen. C'est-à-dire parce que quand on a regardé ce qu'il y avait en Europe, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'équivalent de France Deep Tech dans d'autres pays européens. Et moi, ce que je souhaiterais faire avant la fin de mon mandat, c'est évidemment continuer à croître, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'on ne peut peser auprès des pouvoirs publics qu'à partir du moment où on représente un nombre important d'acteurs de l'écosystème. Parce que si vous représentez personne, personne ne vous écoute. C'est très simple, ça. Et puis, il y a un enjeu aussi d'argent. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous n'êtes pas suffisamment nombreux, vous ne pouvez pas non plus animer votre écosystème, parce qu'il y a un coût derrière tout ça. Donc, il y a quand même une question d'atteindre une taille critique. Je pense qu'on l'a atteinte, mais on peut encore mieux faire, je pense, notamment avec les corporates. Je pense qu'au niveau européen, comme on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau européen, donc c'est vrai que pousser des mesures au niveau français, c'est bien. Mais je pense qu'il faut être en mesure de pousser aussi des mesures au niveau européen. Et là, pour faire ça, il faut absolument qu'on soit en mesure de représenter, on est toujours dans il faut peser. Et donc, si on veut peser, il faut absolument qu'on puisse aussi représenter quitte à changer de nom. D'ailleurs, moi, j'ai aucun tabou là-dessus. Ça peut être Europe Deep Tech, je ne sais pas, mais il faut absolument qu'on représente aussi des startups allemandes,
belge, italienne, espagnole, etc. Donc ça, c'est une étape vraiment que j'aimerais franchir parce que quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est étonnant. La défense, l'Europe, 800 milliards. Donc, ouais, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen. Là, il y a eu des annonces de Voilà. plusieurs milliards encore Exactement. dans la deep tech de l'Europe. Exactement. Et donc, il faut qu'on soit présent là-dessus. Ça, c'est très, très important. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a eu Pascal sur ce podcast, Pascal Ribon. De la BPI, qui nous aide beaucoup, voilà, ils ont fait beaucoup. Ouais. On voit qu'il y a un vrai engagement, il y a un accélérateur qui s'ouvre sur la deep tech pour justement mieux préparer ces projets à lever. Mais quand même, la réalité, c'est une tension de l'argent public. Ouais. Donc on a été dans une période assez fastueuse, presque trop fastueuse, pour ces dernières années. Là, on sent bien qu'il y a une tension. Il y a aussi un manque de visibilité sur où va être mis l'argent. La BPI joue ce rôle de bouclier un petit peu pour protéger quand même déjà l'acquis. Mais quand même, ce qu'ils disent, c'est que l'enjeu aussi, c'est l'Europe. Et c'est de permettre aussi aux deep tech françaises à la fois d'ouvrir leur marché, mais aussi d'aller chercher cet argent de l'Europe qui est capté... pas forcément par la France aujourd'hui, en tout cas pas de manière significative. Et donc, c'est vrai que la BPI s'engage aussi dans un chemin vers l'Europe pour les prochaines années parce qu'il y a un enjeu de capter ces fonds chez nous. Comment France Deep Tech perçoit ça? C'est-à-dire quel rôle vous voulez jouer avec la BPI aussi dans la manière dont vous allez agir en lobbying aussi auprès de ces instances, parce que c'est quand même un monde. C'est Kafkaïen. un monde. Non, mais c'est un millefeuille, on va dire. C'est un monde très très complexe, l'écosystème européen. Là, vous êtes deux. Enfin, il y a 2 salariés. Comment vous allez faire en fait pour y aller et aussi suivre cet enjeu de la BPI qui est celui-là, mais qui est aussi de venir capter l'argent privé en bénéficiant de ces effets leviers. Et donc faire venir les fonds privés un peu plus sur la deep tech encore que ce qu'elle n'a fait depuis ces dernières années. Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais, je sais. La question est compliquée. Ouais, la question elle est compliquée, mais je peux essayer un peu de la simplifier, mais quitte à devenir simpliste. Sois simpliste. Je vais être simpliste. En fait, les sources de financement, il y en a plus. Quand on parle de financement, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément que l'equity d'abord. Tout à fait. Donc, il y a la dette, les banques privées, qui sont des gros financeurs. D'ailleurs, il y a déjà pas mal de mécanismes qui existent avec la BPI qui garantit les banques commerciales lorsqu'elles prêtent à des startups, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas limiter forcément le sujet au niveau de l'equity. Par exemple, un sujet de financement, c'est aussi la commande publique. Très gros sujet. Très gros sujet. Qui n'est pas que de financement, qui est aussi de processus d'accès au Mais quand on regarde, effectivement, et puis quand on parle de commande publique, il y a une question d'argent, mais il y a aussi une question de comment on fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on continue à faire de la subvention ou est-ce qu'on passe vraiment de la commande publique? C'est-à-dire est-ce qu'on assume qu'une agence comme je sais pas quoi, le CNES puisse devenir cliente? C'est intéressant. Et là, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des États-Unis. On connaît tous l'histoire de SpaceX avec la NASA, etc. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu. Donc, voilà. Donc, je pense que la commande publique est un vrai enjeu. Je pense, donc, nous, typiquement, pour répondre à ta question... Tu penses qu'on est à la hauteur sur ce sujet? Pas du tout. C'est quoi les marches encore? Il faut simplifier. En fait, je pense que la difficulté là-dessus, c'est qu'en fait, le lancement d'appels, de commandes publiques est très complexe. C'est insupportable. Même pour une PME traditionnelle. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, le problème, c'est que même au niveau des administrations, ils n'ont pas toutes les administrations n'ont pas toute la compétence pour pouvoir le faire. Tout à fait. Donc le sujet, il est presque, il est, je dirais, administratif. Bon. Bref, mais ça, c'est un enjeu. Premier enjeu, c'est évidemment la commande publique. Deuxième enjeu, bon, il y a la dette, mais je pense que la dette, il y a des choses qui se bon, on peut toujours faire plus, etc. Après, il y a l'equity, effectivement. Alors, sur le financement de fonds propres, et il y a le non dilutif en plus. Alors, il y a le dilutif, mais ça, je considère... Enfin, le non dilutif, ça peut être de la commande publique, tu vois. Il y a la subvention, mais moi, on voit bien qu'aujourd'hui, la commande publique est quand même plus efficace que la subvention. On peut y revenir là-dessus, mais... J'aimerais juste qu'on parle, pour répondre à ta question quand même, je pense qu'il y a... Et donc là, on dit financement en equity, donc on dit argent privé, argent public. C'est là où je deviens simpliste. Alors, argent public.
argent public, il y a eu d'abord la BPI effectivement a fait un travail remarquable à tel point que toute l'Europe copie. C'est vrai. Voilà, donc, Et pas que voilà. l'Europe d'ailleurs. Non mais voilà, donc KfW en Allemagne, CDP en Italie, EIFO au Danemark, etc. Les Anglais qui sont sortis de l'Europe, etc. Bon bref. Mais donc on voit que ce modèle de financement public, financement direct, financement indirect, il existe. Alors évidemment, est-ce qu'il va durer? Question, mais en tout cas ça reste un des piliers. L'Europe est assez présente, je trouve, aussi, via le Fonds européen d'investissement, à qui désormais l'Union européenne confie des mandats deep tech. Donc, voilà, le Fonds européen d'investissement, aujourd'hui, a des mandats de l'Union européenne pour investir dans la défense, pour investir dans le semi-conducteur, etc., et plutôt sur des sujets deep tech. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le financement public, jusqu'à maintenant, prend sa part de responsabilité. Après, on a le financement privé. Alors là, je vais dire ce que je pense. Je ne parle pas au nom de France Deep Tech ni au nom d'Omnel, je dis ce que je pense. Je pense que le sujet est assez... On a 3 sujets. Et si je fais un gros 80-20, on a 2 sujets. Les 2 sujets sont très simples et je pense qu'ils sont connus pour en avoir discuté avec Bercy, etc. Le premier, c'est qu'on n'a pas de retraite par capitalisation. Donc, comme on n'a pas de retraite par capitalisation, on n'a pas de réservoir de financement qui peut être investi, en tout cas suffisamment massif, qui pourrait être investi en capital risque. Voilà. Je lance ça. Tu lances ça pour les débats actuels du moment. Voilà, mais c'est vrai. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'Europe, les assureurs appliquent les ratios prudentiels de solvency, etc., de manière, je pense, extrêmement prudente. Et donc, évidemment, investir dans du private equity et du venture, en particulier, leur coûte très cher. Donc, quand quelque chose coûte très cher, on le fait plus avec parcimonie. Bon. C'est vrai. Ce sont, à mon avis, les 2 sujets principaux. C'est pas moi, c'est pas France Deep Tech, c'est qui vont changer ça. Mais une fois encore, les gens sont conscients de ça. Hein, mais je pense que nous, on peut faire quand même des choses. D'abord, c'est le dire. Et ensuite de ça, c'est mon 3e point. Nous, ce qu'on peut faire, c'est quand même acculturer les investisseurs privés à la deep tech. Parce qu'évidemment... C'est l'objectif de ce podcast. Et voilà. Et alors, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on organise, et honnêtement, je rends à César ce qui est à César, c'est-à-dire que Philippe Tibi a mis en place avec France Biotech des formations, d'abord au niveau pour la santé, pour des sujets vraiment biotech, la formation d'assureurs, enfin de LPs, pardon pour ce jargon, mais des gens qui investissent dans des fonds, notamment de venture, pour leur dire, mais voilà, vous n'êtes pas forcément expert des molécules, sur les maladies rares, sur la génétique, etc. Et donc, avec Philippe, on a étendu ça à la Deep Tech. On fait ça avec France Biotech. Ouais. Et Elix. Ouais, et voilà. À fait. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'acculturer les LPs, les gens qui sont amenés à investir dans des fonds qui investissent eux-mêmes en Deep Tech. Parce qu'évidemment, vous pouvez pas être expert des matériaux pour capturer le carbone, vous pouvez pas être expert de tout. Et il y a un travail d'acculturation. Donc ça, c'est plutôt du qualitatif. Voilà. Mais je pense que c'est utile. Donc évidemment, c'est pas nous. Nous, il faut qu'on pousse avec France Deep Tech sur des sujets, voilà, je dirais auprès des pouvoirs publics. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire auprès, pour de l'acculturation, de l'animation, ce que vous faites, ce qu'on fait, voilà. Et je pense que c'est pas inutile. On va pas révolutionner. C'est pas moi qui vais décréter qu'il faut faire de la retraite par capitalisation. C'est un débat national, etc., qui aura lieu ou pas. D'ailleurs, c'est pas mon sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est si on veut mobiliser plus d'argent privé, il faut trouver des manières de le faire. Je veux dire, ça ne se décrète pas. Et tu as parlé de la commande publique, mais aussi la commande privée. Oui, c'est vrai. Quel est le rôle et encore le chemin à faire pour nos gros industriels? Parce qu'on a quand même... c'est intéressant, c'est pas un sujet facile, parce que quelque part, un acteur privé, ma foi, il peut acheter à qui il veut, quand il veut, et c'est bien normal, et il faut que ça reste comme ça. Moi, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui prend un peu de temps, mais où les industriels, je ne veux pas les critiquer, mais je pense qu'on est en train de passer d'un modèle vraiment très client-fournisseur à un modèle plus partenarial, plus allemand quelque part. Et ça, je m'en réjouis. C'est-à-dire que
Évidemment, il y a autant de situations que d'industriels et de start-up, etc. Donc, je ne veux pas faire de généralité. Mais je pense qu'en France, on avait peut-être une culture un peu plus client-fournisseur où bon, voilà, la marge laissée au fournisseur ne lui permettait pas forcément d'innover. Voilà. Je ne veux pas faire de généralité. Mais à un modèle plus, et voilà, en fait, si je perds mon fournisseur, si je ne permets pas à mon fournisseur de vivre parce que je lui serre un petit peu trop la ceinture, finalement, en fait, mon écosystème va disparaître. Et je pense que les industriels prennent un peu conscience de ça. Et je pense que là-dessus, les Allemands ont un temps d'avance. C'est-à-dire, je pense que moi, j'ai beaucoup investi en Allemagne et ça m'a beaucoup intéressé, ça. Ils sont beaucoup plus, ils travaillent déjà beaucoup entre eux. Et ils ont conscience qu'il faut laisser à leurs fournisseurs une marge de manœuvre qui leur permet de vivre et donc d'innover. Et ça leur permet de raisonner vachement en filière. Et donc ça, je pense que voilà, et c'est pour ça qu'on accueille d'ailleurs dans l'association des corporates, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience que finalement, si on ne permet pas aux sous-traitants de vivre, la filière disparaît, et le dernier qui était le plus gros, qui était le plus fort, eh bien, in fine, empathie. Alors ça prend du temps tout ça. Bah, il y a aussi un besoin, je pense, en tout cas en France, dans mon constat, là aussi ça n'engage que ma vision, de leur apporter des exemples ou des solutions pour innover autrement. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché qui se tend à cause de l'incertitude financière, c'est que les stratégies d'innovation dans les grands groupes se tendent, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ils sont en train de s'interroger sur quelles sont les meilleures manières de faire. On voit se développer des modèles qui sont intéressants. Chez EDF, je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils imaginent, même au niveau CVC, des nouveaux modèles de cofinancement industriel pour partager de la propriété intellectuelle. Et là où on n'est plus dans du CVC qui cherche la renta, mais dans du CVC qui cherche de la création de valeur de filières. Et donc, est-ce que tu ne penses pas que France Deep Tech ou autre pourrait être aussi un moyen d'aller capter des exemples de bonnes pratiques, de co-innovation, de co-développement pour nos industriels qui aujourd'hui sont là quand il s'agit de faire des consortiums financés par France 2030 au moment de l'expérimentation, etc., mais qui sont encore assez peureux pour certains, pas tous. On voit des belles initiatives, Michelin qui lance des plateformes dans la région Rhône-Alpes, etc., mais qui sont encore assez timides finalement dans leur audace pour co-innover, co-développer, notamment avec ces startups deep tech qui viennent disrupter en fait des briques de leur filière. C'est un sujet très difficile parce que en fait, quand j'en discute avec des patrons de grands groupes, ils sont tous d'accord. Ouais, j'imagine. Et là, ils disent tous, mais oui, on peut pas, absolument, on peut pas. On sait très bien que nous, de toute façon, on a une structure qui au bout d'un moment, en fait, devient un frein un peu à l'innovation. Donc voilà, parce qu'on est structuré, donc évidemment, on laisse moins libre cours à l'innovation, à la création. Donc ça, il y a une conscience de ça. Il y a une conscience aussi du fait que l'innovation ne vient pas forcément de chez eux, qu'elle peut venir d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils sont un peu en but, en fait, avec leur propre organisation. Et je trouve que l'industrie qui est la plus mature là-dessus, c'est l'industrie de la pharma. C'est vrai. C'est vraiment pour moi un modèle. Quand on regarde, c'est vraiment la première industrie qui s'est dit, mais finalement, est-ce que moi, société pharmaceutique, je peux dépendre uniquement de ma R&D interne. Alors, si ça marche, c'est fantastique, mais en même temps, si ça marche pas et que je découvre pas la bonne molécule qui devient blockbuster, à ce moment-là, je suis mort. Donc évidemment, très vite, ils se sont dit, il faut qu'on puisse avoir accès à des molécules qui sont inventées ailleurs. Et donc, c'est les premiers qui ont mis en place cette stratégie d'open innovation en investissant directement dans des startups, en investissant directement dans des fonds. Et ils ont fait ça assez rapidement et assez vite et très largement. Et ça marche. Pour les autres industries, je trouve qu'effectivement, c'est un peu timide, et notamment par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes. La culture de l'acquisition est beaucoup plus développée. Je ne sais pas combien Cisco fait d'acquisitions par an. Enfin, ça doit compter en plusieurs dizaines. Et évidemment, on est très très loin de ça
en Europe. Donc, en fait, voilà, on est dans une situation où moi, je pense qu'il faudrait arriver au niveau biotech. Donc, mais il faudrait déjà que l'Europe rattrape les États-Unis, à mon avis, dans la culture d'acquisition. Oui, Moi, plutôt que parler en fait de financement de start-up, etc., moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, et je ne reproche pas parce que je peux comprendre que quand on est un groupe français ou européen, évidemment, son enjeu, c'est de se développer ailleurs. Donc, évidemment, on va faire des acquisitions aux États-Unis, en Asie, etc. Je comprends ça très bien, évidemment. Mais je trouve qu'il y a là où il pourrait progresser, et c'est amical ce que je dis. Non, mais c'est vraiment de se dire la vitesse. Donc évidemment que je peux le faire, mais bon, ça me coûte en interne, ça me coûtait X, et je l'ai dans 3 ans, alors que évidemment je peux peut-être l'avoir. Et ça, cette culture-là, je trouve qu'elle est pas très développée. Tout à fait. Pas très développée. Mais et là, vous voyez, on parle de culture. C'est comme la culturation, ce que je disais tout à l'heure, la culturation des investisseurs en deep tech. Et bien là, c'est pareil. J'invite mes amis corporate à développer cette culture de l'acquisition. Culture de l'acquisition et quand même de l'innovation. Oui. Qui reste quand même pour, pas tous, hein, il y a quand même des industriels qui sont quand même assez bien staffés, oui. mais qui restent quand même assez jeunes, oui. Voire un peu improvisés, parce que finalement, souvent, c'est pas des gens qui évoluent dans l'innovation, qui se retrouvent à gérer ces sujets. Et donc, on est quand même, moi, sur certains groupes que je vois, hein, donc là, ça n'engage que moi aussi, dans des modèles assez lents et assez peu pushy. Parce que dans un grand groupe, pour que ça avance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pousse les murs. Sinon, ça ne marche pas. Non, je vais prendre un exemple très frappant. Ça ne va pas être très gentil, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai discuté avec une personne qui travaillait dans un groupe dans le domaine de la défense, un groupe européen, qui m'a littéralement dit, il y a quelques mois, hein, c'est récent, il m'a dit « Je ne crois pas que des startups puissent exister dans le monde de la défense. » C'est là, je veux dire, quand j'entends ça, en termes de culture, je ne sais pas, il suffit de regarder Anduril aux États-Unis. Donc, vous voyez, la culture, donc il y a un petit travail. Et c'est marrant parce que je discutais avec l'AID, donc l'Agence d'innovation de la défense, il n'y a pas très longtemps. Et eux, bien sûr, ils disent absolument. Nous, on croit aux technologies duales. Absolument. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'identifier notamment des technologies duales sur la très haute altitude, sur l'espace, etc., qui pourraient avoir une vocation dans la défense. Et ils sont... Alors, c'est vrai que je trouve que côté public, la partie défense en France, c'est quand même beaucoup plus ouverte que d'autres acteurs. Mais ils ont justement un parti pris beaucoup plus ouvert là-dessus. Mais je vais te dire, nous qui investissons en Allemagne, c'est encore plus le cas en Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, sur le domaine de la défense dont tu parles, est vraiment passée sur le mode commande publique, pas subvention, et en se disant, à chaque fois que je vais passer une commande, je mets des gros et des petits, et que le meilleur gagne. Et je construis mes appels d'offres avec des étapes, et alors évidemment, si le petit n'arrive pas à franchir une étape. Et en se disant, vraiment, donc c'est NASA SpaceX, hein, c'est vraiment, et en se disant, soit le petit n'y arrive pas, et j'aurais challengé les gros, et je les aurais rendus meilleurs, soit ça marche, et à ce moment-là, j'ai créé un nouvel acteur qui est plus performant, donc je suis gagnant dans les deux cas, en fait. Et ça, je trouve que, parce que tu parles de dual, mais en fait, moi, ce que je vois dans le domaine de la défense, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des domaines dans lesquels, par exemple les drones, dans lesquels il y a des nouveaux acteurs issus du monde de la start-up qui peuvent apparaître et qui ne sont pas simplement à vendre des composants à des systémiers, mais qui vendent des produits finaux de très bonne qualité et très vite. Parce que start-up, parce qu'innovation, etc., vitesse d'exécution. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que la France, avec l'idée, prend ce chemin-là. L'Allemagne a une petite longueur d'avance. Intéressant. Voilà. Ça fait 1h10 qu'on parle. T'as vu, ça a passé vite. Le temps passe trop vite. Mais voilà, tu vois. Quand on parle de choses qui nous intéressent. Comment t'as envie de conclure cet épisode avec quel message t'as envie de nous laisser ? Moi, franchement, c'est un message d'optimisme. C'est-à-dire que je trouve que, ça va reboucler avec mon intro, mais honnêtement, l'Europe a tous les atouts pour réussir. C'est fantastique. Je veux dire, et même, je trouve qu'il faut dépasser un peu les vicissitudes du présent, du temps présent. Tu me parlais de Trump, des élections, etc. Je pense qu'on est sur des tendances qui sont beaucoup plus lourdes que ça. Alors, ça veut dire que, évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas les rater.
Mais on a tous les ingrédients pour que ce soit un succès. Je veux dire, une fois encore, on a une science qui est au meilleur niveau mondial. C'est pas un hasard si les laboratoires d'IA de très grands groupes mondiaux sont à Paris. Je veux dire. Donc on a une science exceptionnelle. On a des entrepreneurs exceptionnels dont le niveau d'ambition est décuplé. On a du financement. Donc on a tous les ingrédients pour que ce soit un succès. Et je pense que la technologie n'est pas une réponse à tous nos maux, mais c'est une des réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut être capable de capturer le carbone qu'on a déjà émis, il y a des réponses technologiques. Si on veut être capable de garder notre souveraineté, c'est des enjeux technologiques. Si on veut être capable de progresser dans la santé, la technologie est une des réponses. Donc je ne dis pas que la technologie, parce que la technologie, évidemment, elle a des bons aspects, des mauvais aspects, elle dépend tellement de l'usage qu'on en fait, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une des réponses. Et on ne peut pas faire l'impasse sur cette réponse. On a tous les ingrédients pour que ce soit un succès. Après, moi, je veux pas juste le méchant. En fait, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que on ne peut pas dire, moi, je suis l'État, je suis l'Europe, je veux créer un écosystème deep tech et passer son temps à dire je les finance plus. Vous voyez. Donc en fait, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut, et de dire, ah mais je mets plus d'argent, mais je veux pas que les sociétés partent aux États-Unis. Ça, c'est pas possible. Oui. Donc moi, j'appelle les gens simplement et tout choix et renoncement. C'est-à-dire qu'évidemment, l'argent qu'on va remettre ou qu'on met dans la technologie, probablement qu'on ne le met pas ailleurs. C'est sûr. Mais ça, c'est la vie. Donc, moi, j'appelle juste... On a tous les ingrédients pour que ce soit un succès. On est sur un marché qui croît. Hein. Il n'y a pas tant de marchés qui croient par les temps qui passent. La deep tech, en fait, moi, j'ai les chiffres. Hein, c'est 27 milliards levés par des startups deep tech en 2024. En Europe, c'est plus 18%. Je veux dire, il y a beaucoup de marchés qui rêveraient d'atteindre des niveaux comme ça de croissance. Donc c'est super. Mais on ne peut pas se permettre de faire, il faut qu'on finance un jour, puis le lendemain on arrête, et puis je reprends mon exemple de dire, alors attendez, parce que finalement nos sociétés deep tech, comme on n'arrive pas à les financer, elles vont être financées par des fonds américains, ou elles vont être vendues à des Américains. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc tout choix et renoncement. Écoute, merci pour ce message assez clair. On espère Merci de que l'invitation, les bonnes cibles l'entendent. Oui, voilà, on sait que c'est aussi tout le travail de fond de France Deep Tech. Ouais. C'était passionnant. Merci, merci pour tes questions. J'espère que j'ai pas été trop long. C'était très bien. Voilà. Et voilà. Merci à toi. Je te remercie beaucoup. Merci. Au revoir.